Et nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter une étude qui est toute fraîche, puisqu'elle a été publiée hier, dont je vais vous lire le titre et vous pourrez en récupérer des exemplaires si vous le voulez sur notre stand. Donc c'est Big Data, où en sont les entreprises françaises? Évidemment une question qui nous préoccupe tous. Alors peut-être tout d'abord, pourquoi on s'est posé cette question? Parce que je pense que, comme moi, vous avez tous vécu l'expérience quasi quotidienne de recevoir des tas d'articles plus prophétiques les uns que les autres, qui nous annoncent que la data est l'or noir du XXIe siècle, que la data est en train de transformer nos vies, nos sociétés en profondeur. En même temps, et alors ça c'est beaucoup plus récent comme phénomène, ça date d'il y a quelques mois, et c'est un peu les mécanismes normaux quand il y a des gros buzz liés à des nouvelles technologies ou à des nouvelles formes d'innovation. Il y a des gens qui sont beaucoup plus sceptiques quant au futur de ces sujets-là, et qui prédisent plutôt des gros pchits, et qui nous disent les seules personnes qui ont réellement innové sur ces sujets liés à la data, c'est plutôt les grands géants du digital que sont les Google, les Amazon ou les Netflix par exemple qui est arrivé récemment en France. Et donc ce qu'on a souhaité faire, c'est aller en fait au contact des entreprises françaises et comprendre plus précisément le réel niveau de maturité qu'elles pouvaient avoir sur ces sujets-là, où elles en sont. Et ce qui nous a surtout préoccupé, c'est de comprendre en fait quels sont les freins à développer et à faire en sorte que l'analytics effectivement se mette au cœur des entreprises et transforme les entreprises en profondeur. Donc je vais laisser la parole à Vincent Placer, qui a été l'architecte de cette étude et qui va nous en livrer à la fois l'approche et les principales conclusions. Merci. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, on va partager un peu les résultats de l'étude. Vous pourrez trouver l'étude sur notre stand en haut pour ceux que ça intéresse pour avoir le détail. Si on peut avoir juste le premier slide. Hop, voilà. Donc cette étude, on l'a menée auprès de 152 dirigeants d'entreprises, de grandes entreprises françaises. On a interrogé un petit peu toutes les fonctions, parce que justement, l'un des constats qu'on faisait dans les premières missions, c'est que les projets Big Data sont capables de d'éclore dans beaucoup de directions. Alors évidemment, de manière emblématique, souvent la direction marketing, mais c'est aussi une problématique qui taraude dans certains cas la direction des services informatiques, bien sûr, mais aussi la direction financière ou la direction de la stratégie qui se pose des questions. Donc on a mené cette étude quantitative complétée d'entretiens qualitatifs. Et puis dans la perspective de, comme parmi vous, un certain nombre sont justement en train d'essayer de rentrer sur ce marché des data jobs, on va faire un petit focus aussi sur la partie justement recrutement et voir où en sont les entreprises. Alors, le premier résultat, comme le disait Karim, on s'est vraiment posé cette question de savoir où on en était et qu'est-ce que les grandes entreprises, puisqu'on est sur des entreprises de plus de 500 salariés, retenaient de tout ce buzz. Ce qu'on voit, c'est qu'encore, parmi plein de propositions, ce qui retenait davantage, on va dire, l'assentiment des répondants, c'est qu'à 63%, on se dit que le big data, finalement, c'est un concept vague qui peut être intéressant, qui va peut-être constituer un levier de croissance, mais qui va concerner que certaines entreprises. Donc généralement dans les enquêtes, quand on dit ça concernera que certaines entreprises, ça veut sous-entendre que c'est peut-être pas la mienne, donc ce qui est quand même encore un scepticisme assez fort. Donc ça c'est le premier point, mais ça reste une opinion. Nous, ce qui nous a intéressé dans cette étude, c'est d'être très factuel, et donc finalement à la question est-ce que vous avez lancé une étude, aujourd'hui il n'y a que un petit 40% des grandes entreprises françaises qui ont commencé à lancer une étude d'opportunité sur ce sujet-là, et comment je veux dire, qui ont vraiment, on le voit dans l'étude, avancé, qui ont un projet en cours de déploiement. On est à moins de 20% aujourd'hui des entreprises. Donc moins de 20% des grandes entreprises ont commencé véritablement à dérouler un plan Big Data. Dérouler un plan Big Data, souvent, ça passe par commencer par une étape POC, pilote, suivant comment on l'appelle, en tout cas d'avoir une démarche test and learn. Donc on est à moins de 20% des grandes entreprises françaises qui en sont à ce stade. Alors, dans cette étude, comme on voulait effectivement être factuellement sur la notion de maturité,
on a construit un score qui était composé d'un certain nombre d'indicateurs factuels sur effectivement est-ce que j'ai recruté récemment des data scientists, est-ce que j'ai lancé une étude d'opportunité, est-ce que j'utilise très fréquemment les résultats d'études quantitatives dans mes prises de décision. Enfin, une batterie d'indicateurs comme ça, extrêmement précise et qui n'était pas de l'opinion. Et en croisant les réponses, on a classé les entreprises en trois catégories en fonction de ce qu'on sentait être l'adéquation de leurs réponses avec effectivement les promesses potentielles du big data. Et on s'est aperçu qu'on n'a que 17% des entreprises françaises qui étaient effectivement considérées comme matures, donc qui avaient sur toutes ces dimensions étaient plutôt dans le sens d'un mouvement positif. Une large majorité était soit peu mature, voire encore à des stades où finalement l'utilisation de la donnée reste plutôt à des fins de mesure un petit peu et on va dire de reporting de résultats, mais pas encore rentrer dans la dimension d'analytique, de compréhension des phénomènes et encore moins dans le domaine de la prédiction. Alors que tout ce qu'on voit comme étant un peu les applications riches autour du big data, on est plutôt dans tout ce qui est justement la force du prédictif. Force est de constater qu'on en est encore à des stades de développement assez récents sur ces sujets pour les grandes entreprises françaises. Alors évidemment, la réponse, juste en matière de secteur, le point intéressant, c'est qu'on avait zoomé sur les secteurs non marchands. Et en termes de secteurs, les plus matures, c'est de manière peu étonnante, c'est le secteur des télécoms et des médias en premier lieu, juste derrière le secteur de la grande distribution. Et effectivement, après, des secteurs comme la finance ou d'autres secteurs, le transport, sont effectivement plus en retrait en termes de maturité. Et c'est vrai qu'au sein des télécoms, on va retrouver, alors pas forcément dans notre échantillon d'études tous, évidemment, hein, mais les grandes entreprises, les GAFA qu'a cité Karim juste avant, les Google, Facebook et Apple, qui sont les entreprises dans lesquelles, effectivement, l'utilisation intensive de la donnée s'est fortement déployée. Et on a derrière, comme ça, toutes les entreprises télécoms, les opérateurs et les entreprises de médias qui sont assez avancées. Alors, un point qui nous a intéressés, c'est que, je pense que vous l'auriez noté, on parle beaucoup aujourd'hui de l'utilisation potentielle des nouvelles sources de données que sont les données des réseaux sociaux, l'open data, et on a tendance trop souvent à réduire quasiment presque l'application du big data à ces types de données. Aujourd'hui, l'utilisation des entreprises de ces données reste encore assez peu déployée. On a opposé justement parmi notre petite segmentation les entreprises peu matures ou non matures sur ces sujets. Sur les réseaux sociaux, c'est vrai que les entreprises qu'on a qualifiées d'extrêmement matures sur les sujets de la data ont déjà très majoritairement utilisé les données des réseaux sociaux pour aider dans leur prise de décision de l'ordre de 70%, ce qui est là un résultat significatif. Mais ensuite, pour ce qui est de la donnée ouverte, les objets connectés ou la géolocalisation, qu'on pensait pourtant être quelque chose de très diffusé, on est à des niveaux d'utilisation qui sont en dessous de 20%, voire même en deçà de 15%. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont relativement encore marginaux. Ce qu'il faut voir comme étant autant d'opportunités, ce qui veut dire que ces données-là n'ayant pas encore été mobilisées, c'est autant d'opportunités que d'apporter des nouvelles prises de décision et d'éclairer des phénomènes sous un angle nouveau à partir de ces données. Il ne faut pas le voir comme étant quelque chose de forcément négatif, ça veut dire que c'est un phénomène qui est en phase de décollage, que les pionniers commencent à moissonner les fruits de ces travaux-là et que ça va se diffuser largement dans le marché des grandes entreprises françaises. Et donc peut-être que ce sont des sujets que vous allez accompagner en tant que, effectivement, jeunes représentants et rentrants sur ce marché. Alors, un point justement sur la partie compétences, un des résultats extrêmement impressionnants pour moi dans cette étude, c'est quand on a demandé un petit peu aux répondants, qui n'étaient peut-être pas forcément au courant justement de tout ce qui se passait, combien il y a de profils, on va dire data, un peu, soit data scientist, soit data miner dans l'équipe. La plupart ont cité quand même moins de 10. 70% des grandes entreprises françaises disent on a moins de 10 profils de ce type-là. Alors ce chiffre ne reflète pas exactement la réalité. On a complété par des entretiens qualitatifs. Qu'est-ce qui se passe en fait? Alors certes, il y a un phénomène de rareté. Tout le monde nous dit de toute façon, on n'en a pas assez. Donc ce qui freine aussi un peu les projets, parce que quelque part, si vous n'avez pas les forces pour derrière pérenniser les travaux que vous avez pu initier avec des équipes éventuellement de conseils externes comme peuvent le proposer EY, il faut aussi avoir des profils en interne. Donc il y a un phénomène de rareté, une difficulté à recrutement, et c'est ce qui fait un petit peu, je pense, le succès d'un salon comme DataJob. Le deuxième point, et c'est ce qui explique la réponse, c'est qu'il y a une forte dispersion. Aujourd'hui, dans les entreprises, les capacités de traitement analytique de la donnée sont dispersées dans différents services
qui au marketing, un petit peu à l'IT, un profil comme ça à la finance, la service client, à son prévisionniste. Mais du coup, ne capitalise pas sur l'effet d'entraînement et l'effet réseau que pourrait avoir le fait de regrouper ces équipes et d'essayer de finalement les faire travailler ensemble autour des problématiques pour essayer de tirer le meilleur parti du capital informationnel. Donc ça, c'est un problème. Et puis, derrière le dernier point, c'était effectivement la nécessité de faire évoluer les process de recrutement. Un certain nombre de DRH des grands groupes ne sont pas encore complètement au fait de l'évolution des profils et connaissent mal ces profils qui sont à la lisière entre la statistique, les mathématiques, l'informatique et d'autres profils, des compétences business. Et donc, du coup, il faut faire évoluer ces process. Et évidemment, l'évolution des process dans les grandes entreprises, ça prend des fois un peu de temps. Alors, si on revient maintenant du côté des entreprises, quelles sont elles, les freins qu'elles nous ont exprimés au travers de cette étude dont vous pourrez trouver les détails, là c'est vraiment la synthèse, il y a finalement 4 problèmes. Un premier problème, c'est un problème de gouvernance, encore un manque d'impulsion du côté des directions générales et de la capacité à finalement mobiliser l'ensemble de l'entreprise autour des sujets. Donc pas mal de gens nous ont exprimé la nécessité d'avoir un sponsorship plus fort venant potentiellement d'une direction un peu transverse, stratégie ou direction générale, de manière à résoudre le deuxième problème qu'on a rencontré, c'est le manque de transversalité dans les entreprises. Aujourd'hui, pas mal de services de l'entreprise considèrent que les données qu'ils exploitent, par exemple le marketing ou la communication, font quelque part partie un peu de leur propriété et qu'elles ont le droit de travailler dessus et de les exploiter pour leurs besoins, mais que l'idée de les mélanger avec les autres services pour en tirer davantage de valeur n'est pas forcément quelque chose qui est dans leurs objectifs. Or, ce qu'on voit bien, moi je trouve que plus que le volume, derrière la promesse du big data, c'est justement cette capacité à croiser des données de toute nature, de toute source, pour trouver des corrélations ou des phénomènes qu'on n'aurait pas imaginés avant. Parce que sinon, c'est assez simple que si on reste dans un environnement de données où il n'y a que 4 variables explicatives, de toujours tomber sur les mêmes facteurs. Là, l'idée, c'est d'aller chercher quelque chose, l'interaction avec un service client, le fait d'avoir déposé un post sur un site de chat, sur un espace client en ligne, le fait de s'être signalés sur le portail de recrutement de la même entreprise. Tout ça sont des signaux faibles qui peuvent, ou pas, après la modélisation doit le démontrer, avoir des résonances avec votre activité et c'est ces points-là qui sont à prendre en compte. Donc ça, c'est le deuxième problème. Troisième problème, c'est l'agilité. Effectivement, aujourd'hui, encore un certain nombre de grandes entreprises associent le déploiement d'un projet Big Data à quelque chose qui ressemble à un énorme projet informatique et qui va prendre des années. Et du coup, elles hésitent à sauter le pas. Alors qu'aujourd'hui, via une culture agile, on voit bien que dans ces projets data, on peut aller assez vite. Et on a nombre d'exemples de projets qui, en 3 à 6 mois, permettent déjà de dégager de la valeur de l'entreprise. Et d'ailleurs, Karim reviendra en fin d'intervention justement sur ces sujets-là, sur ces bons exemples de comment aller très vite et moissonner très vite les premiers fruits bénéfiques pour l'entreprise de ces sujets-là. Mais cette culture qui n'est pas aujourd'hui forcément la plus développée. Et puis, le dernier point, on l'a développé, c'est aussi le manque de compétences, c'est-à-dire que n'ayant peu de profils et ces profils ne fonctionnant pas nécessairement en réseau, ça ne remonte pas assez dans l'organisation la capacité de comment je pourrais tirer parti de ces différentes techniques et des différentes sources de données dont je dispose, chez moi ou en externe. Donc voilà les principaux freins. Donc par rapport à ça, nous ce qu'on voit, c'est que justement ces freins, c'est plutôt des opportunités à lever. Et donc nous, on a à travers l'analyse de ces résultats, l'émission qu'on a réalisée, vu justement 5 facteurs clés de succès pour essayer de développer les projets analytiques et le big data dans les entreprises. Le premier, c'est le sponsorship. Effectivement, convaincre la direction générale de dire que c'est un projet d'entreprise et de mettre un petit peu l'ensemble des directions sur le même plan pour dire voilà, maintenant il faut travailler ensemble pour faire ce projet et on réussira tous ensemble. C'est pas le marketing, c'est pas un projet de la technique, c'est pas un projet de la communication, c'est un projet de l'entreprise. Ça, c'est le premier point. Du coup, de mettre en place une gouvernance vraiment transversale, parce que si vous vous contentez de dire ça, mais qu'après vous donnez le projet au responsable, par exemple de la direction marketing, forcément en interne, il y en a certains qui vont penser que c'est un projet qui est transversal, mais qui est transversal quand même en commençant chez les autres. Donc ça envoie pas le même signal que en disant voilà, c'est une direction transverse qui n'a aucune ligne d'activité qui va s'en occuper, mais qui va vous aider à en tirer les fruits. Un point qui est important, c'est de commencer véritablement par à quoi ça nous sert tout ça. S'il y a une des déceptions aussi dans le big data, c'est que sûrement l'emphase a été trop fortement portée dans les premiers mois sur les capacités technologiques et les outils. Les outils ne servent qu'à atteindre des fins et des objectifs. Donc commençons par définir les objectifs des entreprises. Nous, on a eu de nombreux cas d'entreprises qui venaient nous contacter en disant « Qu'est-ce que je peux faire avec le big data ?»
on leur disait, attendez, l'idée c'est pas de se dire il faut absolument faire quelque chose, l'important c'est en quelle mesure ça peut vous aider à développer votre activité ou votre business. Certaines entreprises, ça peut être extrêmement fort. Il peut y avoir quelques cas d'entreprises pour lesquelles l'impact est plus limité et ne nécessite pas forcément le même outillage qu'une entreprise des télécoms ou ainsi de suite. Donc il y a quand même une question qui est d'abord les finalités business et ensuite les investissements technologiques. Le quatrième point sur lequel je pense que beaucoup de gens ont insisté ici, et ça fait partie des messages importants, c'est de commencer par le pilote, qui va en relais en fait, de ce que je viens de dire sur commencer par adresser le business, commencer par développer ce qu'on appelle nous des proof of value, c'est-à-dire des pilotes qui vont montrer la valeur et commencer tout de suite à matérialiser les bénéfices concrets qu'on peut avoir d'un projet data. Donc, nous, on a fait nombre de pilotes dans ce goût-là, et on voit que très rapidement, on peut commencer à engranger des bénéfices et des retours sur investissement qui valident l'intérêt de la démarche pour l'entreprise et qui lui permettent d'être plus ambitieuse. Et donc cette constitution de pilotes est très importante. Et ces pilotes, il faut bien se dire qu'ils peuvent partir dans toutes les directions de l'entreprise. Ils peuvent partir évidemment du marketing, on peut faire des modèles de prévision pour aider la tarification, travailler sur l'élasticité des prix, on peut travailler dans les centres clients sur la prévision des flux d'appels, mais on peut travailler aussi dans le domaine des RH, dans le domaine de la communication, dans le domaine de la finance, qui est une direction qui par exemple manipule beaucoup de data et étonnamment fait très peu de prédictifs aujourd'hui, donc il y a encore du travail dans ces deux-là. Donc les pilotes ne sont pas du tout limités à la direction marketing ou commerciale. Donc ça, c'est le quatrième point. Et puis, le dernier point, et là, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, renforcement des compétences, donc recruter des profils, puisque ces profils sont rares, et donc commencer à les faire rentrer dans vos entreprises pour apprendre et pour permettre de débloquer les freins sur ce sujet-là. Donc voilà un peu les principaux résultats. Évidemment, je vous ai donné un aperçu très rapide. C'était l'objectif, de vous donner un peu les points. Si vous voulez approfondir, il y a matière à regarder avec le reste. Merci Vincent. Vous l'avez compris, nous ce qu'on perçoit de cette étude, et ça fait aussi écho à des présentations que vous avez pu voir aujourd'hui, c'est que cette révolution du big data n'a pas encore eu lieu. Voilà. Alors par rapport aux deux catégories de personnes que je décrivais en introduction, entre les data dreamers et les qui voient des milliards à ramasser assez vite pour les entreprises, et les data sceptiques, alors nous, on se place ni d'un côté ni de l'autre. Évidemment, on croit au potentiel. On pense que sur le long terme, le big data sera une révolution qui va transformer en profondeur les entreprises, mais que ça ne va pas se faire en un jour, et qu'il faut bien comprendre tous les freins que vient de décrire Vincent à l'instant. Alors pour continuer cette présentation, justement, on a voulu illustrer le cas d'un client, alors qui ne vient pas du monde du digital ou du monde des télécoms ou des médias ou du monde de la finance aussi, qui est relativement mature sur ces sujets-là. On a pris le cas d'un de nos clients que malheureusement je ne pourrais pas citer, mais qui est un laboratoire pharmaceutique mondial. Ce client-là est précisément en fait le directeur des ventes de ce client-là, qui est donc un groupe mondial qui est présent dans 130 pays dans le monde. Qui est plutôt quelqu'un qui était appétent à ces sujets de data et d'analytique, est venu nous voir en nous disant « Est-ce que, avec les données, vous pouvez m'aider à résoudre un des problèmes qui est celui du parallel trade, qui a toujours existé dans l'industrie pharmaceutique et qui nous coûte des dizaines, voire des centaines de millions d'euros par an. » Alors, le parallel trade, peut-être en deux mots, de quoi s'agit-il ? Quand un laboratoire pharmaceutique distribue ses médicaments partout dans le monde, les prix en fait de vente à des distributeurs qui eux-mêmes vendent à des pharmacies ou à des hôpitaux varient d'un pays à un autre parce que les prix sont indexés sur le PNB par habitant, pour faire simple. Et en fait, il y a un certain nombre de distributeurs de ce laboratoire pharmaceutique qui décident d'aller plutôt s'approvisionner dans un pays plutôt que dans un autre parce que les prix sont moins chers, et ensuite transporter, traverser la frontière et réacheminer dans le pays, ça lui coûte moins cher que d'acheter directement auprès du même labo dans ce pays-là. Donc la question qui nous posait, c'est est-ce qu'avec l'analytics, vous pouvez m'aider à identifier les distributeurs qui agissent comme ça, à essayer de me chiffrer un peu ce manque à gagner qu'on estime, nous, de façon très grossière, et surtout, est-ce qu'avec l'analytics, on peut contrôler et voir faire disparaître ces comportements-là. Donc on a démarré
Un peu selon les recettes que Vincent vient de décrire, c'est-à-dire qu'on a fait un proof of concept, on a effectivement collecté les données qui nous semblaient pertinentes pour répondre à cette question-là, on a fait un proof of concept, on a démontré que ça pouvait marcher, qu'on était à la fois capable de scorer et d'agir pour réduire ce risque et cet impact business qui était significatif. On a chiffré l'impact de ce type d'initiative. On a montré que ça pouvait générer 100 millions de dollars d'impact à ce client-là. On a ensuite décidé avec ce client d'industrialiser et de mettre en place des outils qui permettent chaque semaine d'identifier les gens qui risquent, les distributeurs qui sont à risque et voilà, sans rentrer dans les détails, mais de leur vendre exactement la quantité qu'ils ont besoin de leur vendre, etc. Évidemment, ça a fait écho, c'est-à-dire qu'on a vendu ça, on a fait ça avec un directeur de la distribution, voilà, qui avait un footprint global, mais qui était membre du COMEX de cet opérateur-là. Évidemment, ça a fait écho, et le PDG de ce groupe s'est dit « je veux de l'analytics dans tous les grands métiers de l'entreprise ». Donc à la distribution, c'était le cas, mais au marketing, il y a aussi des problématiques où l'analytics peut aider mes financiers, les personnes qui gèrent la supply chain, les personnes qui gèrent la R&D, etc., etc. Donc, comment on s'y est pris? On a, avec l'ensemble des directions métiers de cet opérateur-là, on a été listé un certain nombre d'initiatives où l'analytics pourrait aider à répondre à des questions business de ses clients. On a ensuite mis en œuvre des proof of concept. Certains n'ont pas marché. Et ça c'est un des éléments importants, c'est-à-dire qu'on peut se planter, on peut rien trouver, ça arrive, et il faut arrêter. Et parfois, ça marche. Parfois, on peut dégager des dizaines de millions d'euros ou des centaines de millions d'euros d'impact quand il s'ajoute d'un acteur qui fait des milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et donc, on a mis en place en fait une espèce de portfolio de POC qui vit toujours, et on est en train d'accompagner donc ce client sur sa transformation analytique. Et aujourd'hui, il y a des initiatives qui sont en train d'apparaître un peu dans tous les grands métiers, dans tous les grands process de cette entreprise. Et l'ambition qu'on se donne avec ce client, c'est d'atteindre le milliard. C'est-à-dire que la presse n'est pas derrière moi, mais voilà, c'est d'atteindre le milliard d'économies. Alors, c'est économie ou gain, parce que je cible mieux certains. Ça peut être des impacts sur les revenus, hein, c'est pas uniquement des impacts sur les coûts. Mais voilà un exemple de cas où ça crée de la valeur dans un secteur qui est pas forcément, qui est évidemment innovant sur les problématiques de médicaments, mais qui n'était pas forcément innovant sur ces sujets-là, pour lesquels ça crée de la valeur, qui a mis en place une approche très agile, qui évidemment s'est étoffée en profil data scientist maintenant. Donc voilà, c'est possible, c'est possible. Alors, et peut-être pour finir cette présentation et avant peut-être de prendre quelques questions. Parce que les discours c'est bien, mais c'est pas mal de temps en temps de voir ce qu'on fait. Malheureusement, nous on peut pas vous montrer des cas clients, enfin voilà, des applis ou des. Donc j'ai demandé à quelques personnes de mon équipe de collecter en fait des données qui sont en open source et de développer une petite appli pour que vous voyez ce que ça peut être. Et voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été se connecter. En fait, évidemment, je pense que tout le monde ici a déjà pris un Vélib à Paris. JC Deco et la ville de Paris met à disposition du grand public les données des bornes Vélib. Donc, on a été se connecter à ce flux de données et on s'est posé des questions assez simples, que ce soit du point de vue du client ou de l'exploitation. Du point de vue du client, on s'est dit, alors il y a déjà des applis qui existent, mais on s'est dit, voilà, dans 3 heures, je vais quitter DataJobs. Est-ce que je vais pouvoir trouver des vélos disponibles dans les stations les plus proches? Est-ce que j'ai plutôt intérêt à aller vers le nord ou vers le sud ou vers l'est ou vers l'ouest? Quelle proba je peux avoir de trouver un vélo? Est-ce que je peux réserver? Enfin, ça pourrait être un service du futur pour un Vélib. Est-ce que je peux réserver, booker un vélo parce que je sais que je vais sortir dans 2 heures et que telle et telle station est en général en rupture de stock? Et Vélib pourrait le monétiser par exemple. À l'inverse, vu l'exploitation, est-ce que Vélib, est-ce que JC Deco qui exploite donc le réseau des Vélib, est-ce qu'ils allouent bien les vélos en fonction de l'utilisation réelle des consommateurs que nous sommes? Et est-ce qu'il n'y a pas justement un manque à gagner parce qu'il y a des bornes en plus ou moins rupture de stock? Donc voilà,
On s'est amusé à faire cette petite appli en quelques jours là pour vous donner un exemple de questions qui auraient pu être des questions business, mais qu'on a fait avec des données open source. Si vous pouvez envoyer la vidéo. L'application Vélib est une application interactive qui permet de représenter et de visualiser l'ensemble des données relatives au Vélib en temps réel. On peut rechercher une station Vélib par son adresse, donc ici place Charles de Gaulle à Paris ou à proximité d'un métro. Instantanément, la carte zoome sur l'adresse recherchée et je peux maintenant sélectionner une station Vélib, par exemple la station Oussailles. En cliquant sur la station, et j'ai vu apparaître sur la droite une fiche contenant plusieurs informations. Je sélectionne si je souhaite un vélo ou une place disponible, une plage horaire, donc ici je vais prendre toutes les données du 3 juillet, et une fois ces champs renseignés, je vois apparaître un graphique avec l'évolution du nombre de vélos disponibles ou de places disponibles pour cette station dans la plage horaire indiquée. L'application va encore plus loin puisqu'elle est dotée d'un modèle de prévision qui permet de prédire le nombre de vélos ou de places disponibles. L'application permet également d'analyser les stations pour connaître leur taux de remplissage. Par exemple, déterminer celles qui sont toujours trop pleines ou celles qui sont toujours vides. On va utiliser 3 critères pour analyser les stations. Un historique, donc ici les données du 1er au 3 juillet. Une plage horaire, donc 6 heures dans une journée. Et 2 niveaux de stock, un niveau bas, donc 12%, et un niveau haut, 87%. On remarque par exemple qu'entre le 1er et le 3 juillet, on a eu 682 stations qui ont eu un niveau de stock inférieur à 12% pendant 6 heures. Pour terminer, on peut afficher la liste des stations et les géolocaliser dans Paris. L'application Vélib est une application interactive qui permet de représenter... Je crois que vous êtes en train de relancer, vous pouvez arrêter la vidéo ? Merci. Voilà. Voilà, on vous remercie pour votre écoute. Je ne sais pas si on a le temps de prendre une ou deux questions. Deux questions. Oui. Oui, bonjour à tout le monde. Je suis d'une époque où en fait on demandait à des consultants extérieurs de venir faire un certain nombre d'études qui bien souvent étaient d'ailleurs pilotées par le patron, mais qui globalement préféraient le faire dire par un tiers. Dans votre approche, est-ce qu'il y a eu des cas où vous avez senti la direction prudente ou ayant peur des conclusions que vous pourriez amener, qui étaient de nature à se dire que la boîte n'avait pas forcément une bonne stratégie ou pas de stratégie du tout ? Effectivement, hein, il arrive que parfois on fasse appel à des consultants parce que on a besoin d'un avis externe pour objectiver, faire passer des intuitions que la direction générale peut avoir. Sur les sujets de data, puisque les chiffres ne mentent pas, justement, en fait, ce qui freine aujourd'hui certains dirigeants des entreprises, c'est ce que Vincent rappelait tout à l'heure, c'est l'approche ROI. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de mesurer assez vite avant d'engager des moyens humains, techniques, parce que évidemment tout ça n'est pas simple. Ils ont besoin de mesurer le ROI des initiatives, des idées business qu'ils peuvent avoir. Donc aujourd'hui, c'est ça le principal frein qu'on voit sur ces sujets spécifiques. Oui, je pense qu'en complément, je dirais que le fait de ne pas être forcément mature n'est pas quelque chose dont les entreprises aujourd'hui ont un problème avec et ont besoin d'apporter une caution externe pour apporter ce diagnostic. Je pense que voilà, ça ne touche pas forcément à l'essence et à leur cœur d'activité aujourd'hui. Elles sont conscientes des fois à des stades de maturité peu avancés, elles n'ont pas de problème avec ça. Ce qu'elles veulent, c'est avoir d'un avis externe la possibilité de comment, est-ce que ça vaut le coup de changer de statut et si oui, pour faire quoi et avec quel bénéfice. C'est plutôt ça qu'elles vont chercher, mais pas tellement à essayer de maquiller, on va dire, une difficulté à l'exprimer en interne seul. C'est plutôt vraiment d'apporter par des best practices, par des benchmarks, des choses comme ça, parce que nous, on peut apporter des exemples qui vont permettre d'ouvrir un peu les idées, et c'est ça que finalement les entreprises vont aller chercher dans des cabinets externes. Une dernière question. Dans l'étude que vous avez faite, vous nous avez fait remarquer que les entreprises n'étaient pas vraiment prêtes pour le big data, dans le sens où elles n'avaient collecté pas les données, elles n'en avaient pas besoin. Et donc ça laisse à penser qu'ils ont juste besoin de business intelligence, pas forcément d'aller plus loin. Vous avez aussi dit qu'ils ne faisaient pas forcément de prédictif, qu'ils étaient juste là pour... ils n'avaient pas vraiment de problème à chercher non plus. Donc qu'est-ce que vous
Parce que dans l'apport que vous leur faites, vous n'êtes pas loin de la business intelligence qui utilise des nouvelles technologies et qui est prête à bouger un peu vers l'avenir, quoi. Enfin, c'est ce que j'ai compris de ce que vous avez présenté. Je voulais savoir votre point de vue dessus. Moi, je pense que c'est un peu le statut qu'on essaye de voir. C'est justement comment sortir aussi d'une époque, effectivement, où on parlait de projet de business intelligence. Mais quand aujourd'hui on parle de projet de business intelligence entreprise, on a l'impression à nouveau qu'on va partir sur un projet et elles vont se dire c'est 3 ans. Ce qu'on veut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un moyen de passer un petit peu au-delà, d'aller travailler d'abord en mode justement agile, les différentes sources de données sur des outils qui sont pas forcément pérennes, qui sont justement des terrains d'exploration, et on va dire qu'en fonction du retour sur investissement, c'est là qu'on va pouvoir se dire on va déclencher l'investissement pour passer à une éventuelle nouvelle génération si besoin. Mais je pense que là, il y a une sorte de continuité entre effectivement ce qu'on faisait en business intelligence, qu'on a appelé pendant longtemps le data mining, qu'on peut appeler aujourd'hui la data science. Nous, on n'a pas de problématique avec ça. C'est simplement finalement à la fin du fin, c'est est-ce qu'il y a de l'opportunité de gagner davantage de marché, de développer de nouveaux produits avec ces outils-là ou pas. Et c'est vraiment ça le sujet. Et en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on se positionne. Pour nous, le sujet n'est pas un sujet technologique. C'est d'abord un sujet de transformation analytique. Donc, c'est créer de la valeur. Voilà, c'est quelles sont les problématiques business de nos clients et en quoi la data peut les aider à répondre à ces questions ou pas, à nouveau. Hein, et les moyens technologiques sont qu'un enabler in fine. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Karim, merci Vincent. Permettez-moi aussi, en plus de vous féliciter pour la qualité de votre intervention, vous remercier pour être des interlocuteurs de très grande qualité dans la force motrice que vous avez pu mettre pour qu'EY soit partenaire cette année de DataJob. Merci encore.